Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à cette table ronde organisée par la start-up Citizen Wave et qui aura pour objet le futur de la RSE et le rôle clé des collaborateurs. Je m'appelle Laetitia Dumonteil et je vais animer cette table ronde avec nos invités, Céline Sorel, qui est dirigeante du cabinet Enza Conseil, Muriel Papin, qui est déléguée générale de l'association No Plastic in My Sébastien Seblin, le CEO du studio de développement Apstud, et Dominique Bizaoui, notre hôte, qui est cofondateur de Citizen Wave. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet avec nos intervenants, je voulais aborder quelques éléments, j'allais dire contextuels, mais en réalité parfaitement structurels, dans lesquels s'inscrit aujourd'hui notre échange. Alors, on le sait tous, on est dans un contexte aujourd'hui de profonde mutation de la société, sur fond de crise environnementale, accélérée ces temps-ci par la crise sanitaire qui nous touche tous de manière très profonde. Nous sommes donc aujourd'hui dans un temps où nous devons réinventer un système, réinventer collectivement un système. Et les entreprises ont un rôle primordial à jouer là-dedans. Les entreprises, elles font face à des réglementations de plus en plus complexes, elles font face à une pression de plus en plus forte des consommateurs qui sont en attente de plus de responsabilité, de plus de transparence. Elles font face aussi à une pression de plus en plus forte de la part des collaborateurs qui sont en quête de sens et qui sont, on le voit ici, en capacité et qui ont l'envie d'accompagner cette transformation, d'accompagner ce changement avec les entreprises. Donc les entreprises doivent se transformer et pour ça, elles doivent adopter un nouveau mindset. Donc on va passer d'une économie du profit essentiellement financier au service de quelques-uns, à une économie du bien commun où les entreprises vont contribuer réellement à la société au sens large et pas seulement à quelques actionnaires. On va passer d'organisations plutôt verticales, très hiérarchiques, à des organisations beaucoup plus en réseau, qui seront plus agiles, c'est un mot-clé, qui seront aussi surtout plus collaboratives, qui vont laisser émerger des communautés de collaborateurs engagés, investis dans l'entreprise et dans des projets d'avenir. On va passer de l'exécution, où on commande, où on surveille, on contrôle, à une forme de responsabilisation, où on laisse de l'autonomie aux collaborateurs pour qu'ils puissent avoir des initiatives individuelles ou collectives et transformer par là même véritablement l'entreprise en profondeur. Alors c'est avec ce changement de mindset qu'on va vraiment pouvoir transformer les entreprises pour qu'elles deviennent résilientes. Ce qui se dit, c'est que l'économie, les entreprises devront être contributives ou ne seront plus. Elles ne pourront plus exister dans 10 ans. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement pour la RSE ? C'est son heure. Ma conviction, c'est que c'est son heure d'accélération. Et j'ai envie de dire de manière un petit peu provocante, c'est un petit peu son heure de fin, parce qu'en réalité, elle va muter en profondeur, elle va se métamorphoser. Adieu la RSE dite de conformité, où on produit des reportings, où on sert potentiellement de faire valoir. Et bonjour, la RSE proactive, stratégique, qui anticipe et qui construit véritablement la vision de l'entreprise. L'engagement sociétal va devenir le cœur du moteur et plus seulement un des rouages périphériques. Adieu la RSE isolée dans sa direction, je ne sais pas, de la communication et du développement durable par exemple. Bonjour la RSE collaborative, qui va véritablement impliquer l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et en particulier les collaborateurs, qui va être dans les mains des collaborateurs pour que ceux-ci puissent avoir des initiatives et réellement transformer l'entreprise. Ces initiatives, c'est ça, les initiatives opérationnelles qui va donner corps véritablement à la nouvelle RSE qu'on va mettre en place dans nos entreprises. Pourtant, en 2020, aujourd'hui, seulement 8% des collaborateurs se disent invités à intégrer la RSE dans leur métier. Donc on en est loin. Comment est-ce qu'on va faire pour accélérer ça? C'est ce qu'on va voir
aujourd'hui avec nos intervenants. Donc Sébastien, je vais commencer avec vous, si vous voulez bien venir ici. Donc Sébastien est le patron d'un studio de développement qui s'appelle Appstud et qui embauche pas mal de jeunes talents. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre expérience des attentes des collaborateurs en matière d'engagement RSE? Oui, bonjour. Alors, oui, on embauche, enfin, si on peut dire des talents, en tout cas, j'aime à le penser. Mais je peux commencer, en fait, mon propos par vous parler d'une anecdote. En fait, on avait, je crois que ça remonte à peu près 2 ans, le moment où vraiment je me suis dit qu'il fallait que la RSE passe simplement du stade où on se dit qu'on recycle, qu'on fait attention, qu'on essaie d'être transparent, à un état dans lequel, en fait, on le vit vraiment au quotidien et on essaie de le faire transpirer, en fait, tout au long des process de recrutement, des process d'onboarding et même du suivi des collaborateurs dans la durée. En fait, cette anecdote, c'est qu'on voulait recruter quelqu'un qu'on qualifierait aujourd'hui de rockstar, quelqu'un de très bien qui nous aurait vachement aidé. Et on était arrivé à la fin du stade de recrutement. On était OK sur tout. Et en fait, il a pas signé chez nous. Et la raison évoquée, ça a été qu'à l'époque, on n'avait pas de démarche RSE. Ça a été le premier point où je me suis dit, attends, sans déconner. On est OK sur le projet, on est OK sur le salaire, on est OK sur toutes les conditions. Et parce qu'on n'a pas de démarche RSE, on perd un collaborateur de valeur, quoi. Bon, on n'a pas attendu d'avoir un deuxième cas pour vraiment se dire qu'il fallait qu'on y aille. Et pour nous, en fait, y aller, ça a voulu dire déjà, en fait, avoir une concertation assez large avec les équipes. Vous parliez tout à l'heure du partage, il me semble, de transparence et surtout de partage. Mais ça a été, en fait, d'interroger les équipes sur qu'est-ce qu'elles voulaient et qu'est-ce qu'elles attendaient. Et donc on a monté, ça nous a pris un peu de temps, mais on a monté en fait une consultation assez large entre tous les collaborateurs de la boîte qui ont évoqué tout leur lettre au Père Noël de l'entreprise dans laquelle ils souhaitaient évoluer. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas, mais par contre, en fait, ce qui était important pour nous, c'est aussi de dire, si on ne pouvait pas le faire, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas le faire. Ça rejoint un peu ces valeurs de transparence. Et il y a une deuxième anecdote aussi que je voulais vous partager, et ça m'est arrivé pour le coup la semaine dernière, c'est qu'en fait, on a gagné un projet, un projet assez conséquent pour nous. Et en demandant un peu au client comment est-ce qu'il nous a connus, c'est que c'est un de ses amis qui avait postulé chez nous, qu'on n'avait pas retenu, et qui lui a conseillé en fait notre société. Et en ça, en fait, je ne pensais pas que l'engagement RSE pourrait être générateur de business, mais pour le coup, ça vient confirmer que en fait, c'est important que l'engagement de la société transpire à toutes les étapes de la marque employeur, de la première évocation de l'entreprise auprès d'un candidat, sur les process de recrutement et aussi sur le fait de vivre au quotidien les engagements qu'on porte, quoi. Voilà. Est-ce que je réponds à vos questions? Vous allez réintervenir en fin de okay. séance, donc je on aura peut-être des questions. Merci beaucoup. Alors, merci Sébastien. On va passer à Dominique Bizaoui qui nous rejoint. Et avant de passer à vous, Dominique, je voudrais juste rajouter un petit chiffre éventuellement pour appuyer ce que vient de nous dire Sébastien. C'est que 64% des millennials partagent cet avis de cette personne qui a refusé de rentrer dans l'entreprise. C'est-à-dire 64% des millennials n'accepteront pas un emploi dans une entreprise qui n'a pas de stratégie RSE vraiment engagée. Donc Sébastien, vous n'êtes pas le seul. Dominique, vous avez créé Citizen Wave avec Stéphane Champion qui est dans le fond de la salle. C'est une plateforme collaborative de l'engagement. C'est une plateforme qui va accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement durable. Est-ce que tous vos clients font le même constat que Sébastien et est-ce que c'est ça qui vous a poussé à créer cette solution? Bonjour à tous. Ce qui nous a poussé avec Stéphane à fonder Citizen Wave et à proposer cette plateforme collaborative, c'est d'abord notre expérience personnelle. Parce que nous étions managers chez Oracle, chez Microsoft, d'entités et de structures qui étaient internationales.
aux États-Unis, en Chine, en France, en Espagne, en Italie. Et à chaque fois que nous engagions et que nous recrutions des personnes, à chaque fois, il y avait de plus en plus cette tendance à la mission, en l'occurrence de Microsoft, dans le développement durable. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de facilité à embaucher des jeunes talents ou des personnes assez demandées parce qu'il y avait avec nous, en dehors de notre proposition de valeur que nous faisions avec Stéphane chez MS, eh bien, notre capacité à dire que Microsoft s'engage dans la partie RSE et le développement durable. Et ça, c'était un déclencheur. Et un déclencheur que nous avons aussi constaté lorsque nous avons fondé CitizenWeb avec Stéphane. Une personne qui était en charge de la communication au niveau d'un groupe, très grand groupe français d'utilities, nous a dit, en juillet 2019, l'engagement sociétal des collaborateurs est un échec. Ça nous a surpris. Et il ajoute, en fait, ça n'a jamais vraiment décollé. Pourtant, ils étaient équipés de plateformes, ils étaient équipés de solutions développées en interne, de réseaux sociaux et de sujets dédiés avec une forte politique RSE. Et en creusant le sujet avec eux et en creusant le sujet avec l'ensemble de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 raisons à cela. La première raison, c'est que la plupart du temps, ce que nous avons constaté, c'est que la fonction RSE, plutôt isolée, quelque part, avait finalement une fonction top-down pour redescendre les échos, en tout cas les éléments de la direction générale en termes d'initiative RSE. Top-down. Et pas bottom-up. Le second point, c'est que la plupart du temps, quand ces initiatives descendaient, elles étaient souvent un peu aveugles. Aveugles dans le sens où il n'y avait pas de captation immédiate de l'effet de ces initiatives RSE sur le terrain. Il n'y avait pas de compréhension, pas de KPI, pas d'indicateur. Et la troisième raison, c'est que ces éléments-là étaient ponctuels. C'est-à-dire que les événements et les éléments, les missions RSE, toute la démarche RSE qui était portée par la fonction, finalement, étaient ponctuelles. Ponctuelles, top-down uniquement, et sans compréhension des impacts, ont été à chaque fois l'intersection des éléments, les constats d'échec d'une fonction RSE qui aurait pu se développer beaucoup plus que cela. Et c'est en découvrant cela qu'on a fondé CitizenWeb pour adresser chacun de ces points-là. Voilà pourquoi nous avons fait cette solution-là aujourd'hui. Donc oui. Donc oui. Donc oui à la question. Nous avons retrouvé, effectivement, c'est la question que vous posiez Laetitia, mais oui. Nous avons effectivement retrouvé les éléments qu'évoquait Sébastien dans différentes compagnies, qu'elles soient grandes, j'évoquais là, ou beaucoup plus petites. Résolument aujourd'hui, la fonction RSE recherche de la participation, de la collaboration auprès des collaborateurs qui sont absolument une force et un vivier incroyable en termes de rebond de la fonction RSE et de la prise en charge. Extraordinaire passerelle avec la fonction RH d'ailleurs. Merci Dominique. On vous retrouve tout à l'heure pour nous en dire plus sur cette solution. Et en attendant, je vais faire témoigner, s'il vous plaît, Muriel Papin, qui est déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, et qui va nous parler dans quelques instants de son expérience avec CitizenWeb. Mais avant, Muriel, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est No Plastic in My Sea et ce qu'est le No Plastic Challenge qui va démarrer bientôt? Très volontiers. Donc, moi, je suis déléguée générale de l'association No Plastic in My Sea, qui lutte contre la pollution plastique, avec un positionnement qui est d'adresser le sujet en s'interrogeant sur la source en fait, de la pollution plastique et d'interroger du coup la production et la consommation, parce que en fait, la production de plastique ne fait qu'augmenter de 4% par an tous les ans, et elle fait quand même, cette hausse de la production fait quand même partie du problème. Et on collabore avec CitizenWeb déjà depuis 1 an, à l'occasion notamment d'un événement qui s'appelle le No Plastic Challenge, qui est un événement qu'on organise, donc ça va être la 3e édition le 18 septembre prochain. Et cet événement, il a pour but finalement à la fois de s'interroger sur quel usage du plastique on a aujourd'hui, et également, qu'est-ce qu'on peut trouver comme alternative si on veut réduire ce que nous on considère être une surproduction, une surconsommation de plastique. Et donc pendant 15 jours, on invite les consommateurs à envisager des alternatives, des choix de consommation différents. Ça peut être je laisse tomber l'eau en bouteille pour passer à l'eau au robinet et la gourde. Ça peut être je teste l'achat en vrac, je passe au shampoing solide. Enfin voilà, toutes les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc ça, c'est le principe du No Plastic Challenge. Et c'est un événement qui s'adresse à tous.
Et il s'adresse évidemment aux particuliers, il a un côté très viral puisqu'on se challenge sur les réseaux sociaux avec les éco-gestes qu'on propose, mais il s'adresse aussi aux entreprises, il s'adresse aux salariés, il s'adresse aux entreprises dans le cadre des semaines de développement durable qui veulent faire une action qui va intéresser les salariés, parce que les salariés sont aussi citoyens et sont aussi très conscients de ce problème qui est un des enjeux avec le climat qui les préoccupe le plus. Et on va s'adresser aussi aux entreprises sur qu'est-ce qu'elles peuvent changer sur leur chaîne de valeur, ce qui est aussi un point par rapport au problème de la pollution plastique et du plastique en général. Voilà, donc cet événement, c'est un événement important pour nous. Et cette année, ce qu'on va faire en plus, et ça fait partie aussi de la logique de l'association, c'est que on mobilise les consommateurs, on mobilise les entreprises, les collectivités locales, les écoles, etc. Et à côté de ça, on veut pousser les solutions émergentes. Il y en a de plus en plus sur des alternatives du coup au plastique, à l'emballage plastique, au suremballage. Et donc, on va publier là, très prochainement, un benchmark de 200 solutions qu'on a référencées qui permettent du coup des modes de consommation et qui développent des offres un peu différentes en termes de consommation. Voilà, j'étais un peu longue, mais voilà sur l'association et le challenge, ce que je peux dire. Merci. Du coup, vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous en êtes au deuxième No Plastic Challenge, troisième en tout, mais le deuxième avec Citizen Wave, qui fait partie de vos différentes collaborations sur cet événement. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le No Plastic Challenge est présent sur la plateforme volet public de Citizen Wave. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience et nous dire ce que ça vous apporte ? Oui, alors du coup, la collaboration qu'on a avec Citizen Wave, elle est de deux natures. Il y a une dimension qui est vraiment d'évaluation, avec un questionnaire qu'on a mis en place l'année dernière, enfin 2 questionnaires d'ailleurs, un questionnaire avant challenge, un questionnaire après challenge, et entre-temps évidemment on donne des informations sur les alternatives possibles, ce qui nous a permis nous de mesurer finalement l'évolution et ce sur quoi le changement était le plus facile. Voilà, donc on est arrivé à ce résultat de 33% de plastique en moins en faisant une addition des différents items sur lesquels il y avait une réduction de consommation, que ce soit les bouteilles, que ce soit les pailles, que ce soit la nourriture à emporter, etc., qui génère souvent beaucoup de contenants en plastique. Voilà, donc ça nous a donné du coup des éléments. Mais alors c'est sur 15 jours, est-ce qu'après les comportements restent dans le temps, c'est une autre question, mais en tout cas, au moins ça montre une mesure et ça engage les gens dans je participe à une opération et en même temps, du coup, je regarde où j'en suis. Enfin, c'est plus motivant plutôt que d'appliquer un éco-geste, de se dire, finalement, par rapport à moi aujourd'hui, ma consommation, qu'est-ce qui veut dire cet éco-geste ? Quel est le plus facile pour moi ? Quel est le plus dur ? Voilà. Et du coup, ça, c'était un point assez important. Donc ça, c'est pour la partie, du coup, évaluation. Ce qui est nouveau cette année, c'est que du coup, dans la plateforme, il y aura des données plus personnalisées pour les gens. Donc, du coup... si vous avez envie de tester votre consommation de plastique, on l'a lancé dès ce matin. Vous pouvez sur l'application Citizen Wave tester et puis ensuite vous recevrez les éco-gestes et puis après vous pourrez tester à la fin. Voilà. Donc du coup, vous aurez des données plus personnalisées par rapport à votre propre consommation en phase de bilan. Et l'autre élément qu'on a développé avec Citizen Wave, c'est du contenu, parce que nous, on communiquait jusque-là sur ces éco-gestes, ces choix de consommation, surtout sur les réseaux sociaux, surtout via la presse. Et là, du coup, il y a une plateforme où, du coup, on les trouve regroupés, et ça permet également, finalement, pour toutes les personnes qui ont l'application, d'avoir ce contenu tout au long de l'année et de le repartager, etc. Voilà, donc ça lui donne une plus grande pérennité. Voilà, sur l'essentiel de notre collaboration. Ce que je trouve, nous, dans l'esprit de No Plastic Challenge, on est dans quelque chose qui est très à la carte. Et donc, c'est les gens qui choisissent finalement ce qu'ils ont envie de faire. Et on retrouve, je trouve, cet esprit-là dans l'application avec, du coup, des conseils, des éco-gestes que les gens peuvent, alors qui sont aujourd'hui proposés par des associations, mais qui sont aussi proposés par des entreprises, et les gens peuvent du coup un peu piocher, choisir, peuvent en proposer. Et il y a un côté du coup très à la carte qui est aussi plus mobilisant par rapport aux personnes qui utilisent cette application. Voilà, c'est sur l'essentiel de notre collaboration et des points forts que je vois dans nos échanges. Merci beaucoup Muriel. Je vous en prie. Je vous laisse vous réinstaller et je vais réappeler Dominique
qui du coup va nous expliquer un petit peu plus concrètement ce que c'est cette plateforme. J'espère que ces premiers témoignages vous ont donné envie. On vient de voir à l'instant un témoignage de l'utilisation de la plateforme publique avec l'application Citizen Wave, que vous pouvez d'ailleurs tous télécharger quand vous voulez. Une utilisation par une association auprès du grand public. Mais Citizen Wave, c'est aussi et surtout une utilisation interne dans les entreprises pour accélérer la transformation en matière de développement durable. Oui, absolument. Et le cas vraiment le plus intéressant, en tout cas celui qui était le plus immédiat pour nous, ça a été comment allons-nous faire pour accélérer justement l'engagement des collaborateurs par le développement durable. Donc Citizen Wave, c'est une solution SaaS, comme vous le savez, qui a cette mission-là, accélérer l'engagement des collaborateurs par le développement durable. Non pas que cet engagement n'existe pas, mais il faut juste l'accélérer. Et pour l'accélérer, il a fallu que l'on règle les 3 sujets que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a fallu que l'on propose des indicateurs d'impact en temps réel, en permanence, afin d'avoir une compréhension complète de tout ce qui s'y passe, de capter tous les signaux, faibles ou forts, de comprendre les thématiques de développement durable qui sont créées sur le terrain, par des collaborateurs, par des lignes de management, par les directions. Il faut aussi partir, et nous proposons des activités en continu, des animations, de la sensibilisation, de la formation, des actions. Et le No Plastic Challenge, quand il se déploie dans une entreprise, il se déploie de la même manière. Le challenge, c'est qu'il est fait là, il est vécu une fois, il est répété. Ça fait partie, le No Plastic Challenge en l'occurrence, fait partie de ce que nous appelons des packs de mise en action directe. La plateforme ne vient pas nue. Elle est habillée avec du contenu qui est choisi par nos clients et qui se nourrit bien sûr du contenu de nos clients pour fournir un contenu donc, qui va être déployé dans une application d'intelligence collective. C'est une application mobile dont le métier est de faire de l'intelligence collective par des fonctions d'idéation à l'intérieur, où chacun peut déposer des idées, attraper les idées, aimer les idées, les commenter, et tout ça, ça va remonter. Donc tout le contenu apparaît dans une app mobile pour cela. Une app qui vient avec des codes d'idéation, des codes de réseau social. Ce n'est pas un réseau social, mais avec des codes de réseau social pour l'apprentissage le plus rapide en fonction de ce qui est connu aujourd'hui par la plupart des utilisateurs. Et ça vient avec des fonctions de nudge. Si vous connaissez le nudge, ce sont toutes les fonctions qui visent à modifier par les sciences comportementales la modification donc des comportements des personnes. Et par le teasing, par la rétribution, par la reconnaissance que l'on met dans l'application mobile, on va enrichir et faire vivre cette intelligence collective. Et cette intelligence collective fournit à travers toutes ces animations, tout ce contenu que l'on propose et qui n'est pas de Citizen Wave forcément, qui vient de nos parties prenantes, nos collaborateurs, mais également surtout les associations, des experts externes qui fournissent ces packs à destination des entreprises et des collectivités territoriales, eh bien, ces contenus-là sont mis à disposition, travaillés, détaillés, mis en action, élaborés, et ensuite on va mesurer tout cela, et on va mesurer cela dans un ensemble de tableaux de bord analytiques précis, détaillés. GDPR compliant, comme on dit en français, c'est-à-dire qu'on ne observe pas le détail des données personnelles des personnes qui sont en train d'utiliser, mais on regarde finalement comment se passent la plupart des initiatives, comment se croisent des thèmes qui sont intéressants, et on analyse chaque mot-clé qui sont présents dans les idées, voir s'il y a des recoupements possibles, et voir s'il y a des intentions. On appelle ça des clusters. Désolé pour le mot qui n'est pas hyper intéressant ces temps-ci, mais il y a des clusters de personnes qui ont intérêt à se regrouper ensemble pour travailler sur les thèmes communs. Eh bien, il a fallu bâtir une solution capable de capter par intelligence collective, top-down, bottom-up, transverse, proposer du contenu et une plateforme analytique associée qui en permanence travaille le contenu. Et chacun recevra ses KPI, chacun recevra ses analytiques, et en interne comme en externe, c'est en tout cas l'essentiel. Voilà ce que nous avons bâti avec Citizen Wave, voilà ce que nous déployons actuellement chez nos clients, et nous démarrons assez rapidement, assez simplement, mais peut-être que j'en parlerai un tout petit peu après, de ce point de vue-là, Laetitia. Oui. Merci. Ce que je trouve très intéressant, moi, avec cette plateforme, c'est que les collaborateurs vont véritablement s'emparer du sujet. C'est-à-dire que oui, au démarrage, on va installer la plateforme avec tout un tas de contenus, mais petit à petit, c'est les collaborateurs qui eux-mêmes vont créer du contenu, qui vont proposer des idées, qui vont essayer de mobiliser d'autres personnes pour les faire monter sur ces idées-là. Et petit à petit, tout ça va faire
une tache d'huile qui va se répandre dans toute l'entreprise et tout le monde va agir en fonction des enjeux de développement durable de l'entreprise. Alors, je vais redonner la parole à Sébastien, si vous voulez bien revenir par ici. Donc, vous avez implémenté Citizen Wave dans votre entreprise. Quel est votre retour d'expérience sur cette implémentation? Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors moi, je trouve ça trop cool. Franchement, non, c'est vrai, hein, vous avez fait un super boulot. En fait, je peux vous parler de ce qu'on a bien fait et ce qu'on a mal fait. Vous disiez tout à l'heure une approche par le haut, et ça, c'est quelque chose que je pense qu'on a bien fait. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure qu'on a consulté les équipes, on a essayé de leur demander ce qu'elles voulaient faire et ce qu'elles attendaient. Donc ça a plutôt bien marché. Ce qui n'a pas hyper bien marché, ça a été que, en fait, on est parti du principe que parce que les équipes nous ont dit ce qu'elles voulaient faire, forcément, en fait, elles allaient s'attacher dans le temps à faire ce qu'elles avaient dit qu'elles allaient faire. D'où rêve. Ça n'a pas marché, ça n'a pas du tout marché comme ça. En fait, il a fallu, si vous voulez, et là je vous parle de ça il y a 2 ans, hein, je suis désolé, mais vous n'existiez pas encore, mais il y a 2 ans, en fait, on s'était vraiment rendu compte qu'il fallait qu'il y ait, enfin, nous on a résolu comme ça, il fallait qu'il y ait en fait des gens, des moteurs qui fassent évoluer la plateforme. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un petit groupe de personnes, dont la RH faisait partie, mais en fait pour stimuler en fait l'ensemble des équipes. Là, ça a mieux marché. Donc encore, on avait quelques KPI à l'époque. Hein. On en a plus maintenant, mais on en avait quelques-unes à l'époque. Mais en fait, en ayant un petit groupe d'individus qui faisaient un peu office de moteur, on a pu mieux engager les collaborateurs. On avait toujours une problématique, c'est que en fait, nous, on le faisait sur un outil qui s'appelle Slack. Et donc, on avait créé un channel Slack, tout le monde mettait les dernières initiatives, des gens mettaient des pouces en haut, des gens mettaient des pouces en bas, bref, enfin, ça partait très souvent en Jiffy ou en mème, mais derrière, en fait, on n'avait pas de retour de réellement, en fait, la pertinence de la plateforme. Et ce qui nous manquait, en fait, c'était appelons ça comme ça, ouais, c'était une plateforme. C'était en fait un outil qui permettait de centraliser les informations de chacun, les idées aussi de chacun. Donc, en fait, c'est comme si on était dans un process continue d'amélioration en ayant en fait du retour terrain et en fait des propositions aussi d'axes d'amélioration constante. Mais au-delà de ça, ça permettait en fait d'avoir une vraie plateforme sur laquelle étaient fédérées toutes les initiatives, ce qui avait été fait et surtout en fait le feedback des individus. Parce qu'il y a une chose que vous disiez, c'est la récurrence dans le temps. Et ce qui nous manquait lorsqu'on n'avait pas votre plateforme, c'était que en fait ce n'était que le petit groupe moteur qui soumettait en fait des propositions. Alors que là, en fait, on a un historique des différentes propositions, ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Et donc, ça nous permet, en fait, d'être dans un cycle d'amélioration continue en ne se concentrant que sur les actions qui ont marché. Et je pense que ça serait pas mal si vous rajoutiez le plugin Slack et si vous rajoutiez des challenges inter-entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà le cas. Ok. Regarderai mieux. C'est récent, Sébastien, c'est récent. C'est récent. Ouais, comme quoi, c'est effectivement une plateforme toute jeune et donc en amélioration permanente. J'aime bien ce côté que vous évoquiez d'amélioration continue. On est vraiment là dans une démarche d'entreprise apprenante, c'est-à-dire que l'entreprise ne se repose pas juste sur ses acquis, elle est tout le temps dans une démarche d'apprentissage, d'amélioration et de nouvelles initiatives. Donc c'est vraiment, encore une fois, dans les grandes tendances d'évolution de l'entreprise. Je vais demander à Céline de me rejoindre. Donc Céline, vous êtes dirigeante du cabinet de conseil en organisation et management ENSA Conseil. Vous êtes une experte en accompagnement du changement. Quelle est votre vision d'un outil collaboratif comme celui-ci? Alors, bonjour à tous. Ma vision d'un outil collaboratif, je vais répondre en plusieurs points. Je dirais qu'avec tout ce qu'on a dit là, notion de bottom-up, d'engagement des collaborateurs, etc., nous, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que quand on veut vraiment un changement et qu'on veut vraiment faire participer tout le monde, il faut que ce soit une envie profonde, il faut qu'il y ait un engagement réel des dirigeants de la société qui impulse et qui accepte qu'il y ait des vrais changements d'organisation qui vont donner place à la réussite d'une implémentation d'une telle plateforme. Et ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est que on est tous pareils.
voilà, c'est quand même super bizarre là ce que je vois et on commence à s'habituer, mais ça reste bizarre là, de se voir tous masqués. Nous, dans nos clients, on a des clients essentiellement CAC 40. Il y en a qui obligent tout le monde à revenir travailler. Il y en a qui disent équipe A, équipe B, mais on va commencer que le 15 septembre. Il y en a qui disent bon bah on va attendre octobre ou novembre et on verra. Enfin bref, aujourd'hui on ne sait pas comment gérer. Jusqu'au mois de mai, on avait des dates, on avait des échéances. Aujourd'hui, on n'a plus tout à fait ça. On est un petit peu perdu. Donc nous, on a pas mal de contacts avec plutôt des directions RH avec lesquelles on a des démarches de un petit peu comme ce que disait Sébastien, de ok, on se pose, on regarde où on en est, on essaie de faire vider un peu les sacs, parce que la période, elle est compliquée, et on essaie de faire en sorte qu'il y ait des endroits où tout le monde peut s'exprimer sur où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Et du coup, ça veut dire aussi qu'il y a des vraies volontés de trouver des moyens différents de faire du collectif, des vraies volontés d'avoir des moyens différents que de se retrouver et de se dire on va faire ci, on va faire ça. Et du coup, en ce sens, effectivement, ce type de plateforme est extrêmement important parce que c'est un vrai moyen de faire collaborer les gens. Merci. Vous-même, quand on a échangé, vous m'avez dit que vous alliez proposer un accompagnement pour les entreprises autour de cet outil. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors nous, en fait, on est à la fois utilisateur et à la fois on propose l'outil à nos clients. Et du coup, en fait, quand on le propose et qu'on arrive à déclencher cette envie générale de la société dont je parlais tout à l'heure, et donc une vraie impulsion des dirigeants, ce type de plateforme extrêmement intéressant, comme on l'a déjà dit, hein, mais elles permettent d'engager tout le monde et d'avoir un moteur qui se régénère tout le temps et qui permet de faire vraiment vivre le groupe autour de valeurs qui sont importantes aujourd'hui, on l'a dit, on l'a redit, et qui permettent à tout le monde de dire bah voilà, moi j'ai fait ça et voilà ce que ça a donné comme résultat, je vous encourage à le faire. Nous, chez nous-mêmes, on avait une newsletter RSE, on avait plein d'initiatives qui se sont arrêtées aujourd'hui. Et du coup, la plateforme, elle nous permet de continuer à faire vivre ce collectif. Et tant mieux, il vit autour de la RSE, mais ça va plus loin que ça. C'est vraiment faire vivre un collectif et du coup, voilà, continuer à faire vivre l'esprit d'entreprise. Et c'est ça qu'on propose aujourd'hui à nos clients et qui est très bien reçu par nos clients. Merci beaucoup, Céline. Donc, on a vu plusieurs témoignages d'une entreprise, d'une association, d'un cabinet de conseil. Dominique, si vous voulez bien réintervenir. Donc, en fait, si je comprends bien, Citizen Wave, ça n'est pas seulement une plateforme, c'est aussi quoi, un écosystème ? Oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un écosystème parce qu'il n'y a aucune baguette magique dans cette affaire. Ça veut dire que pour mettre en action tout cela, on s'est vite rendu compte, lorsqu'on a conçu l'application Citizen Wave, c'est que la mobilisation des collaborateurs ne passera pas parce qu'on met un outil quelconque dans la place. Il passe parce qu'on a conçu un outil qui va accélérer, qui va mettre du contenu et qui va faire vivre des KPI, mais surtout parce qu'on aura mis en place aussi des gens qui vont aider à cela. Aider à cela, nous concernant, ça signifie qu'on est nourri par des gens qui savent. Des associations, No Plastic in My Sea par exemple, des influenceurs, des gens qui connaissent la diversité et l'inclusion, la réduction de l'empreinte numérique, les éléments liés à la biodiversité ou alors, je disais, ou la réduction de la consommation plastique. Nous avons dans nos packs partenaires de nombreuses associations qui apportent du contenu, des formations, des interventions, les fresques du climat par exemple. Surfrider travaille avec nous, les MOOC zéro déchet, l'association 4D, il y a plusieurs sachants qui viennent. Et ça, cette hybridation, elle est fondamentale parce qu'elle va ventiler, elle va oxygéner justement les organisations avec des parties prenantes externes. Mais on vient également avec des consultants de la partie RSE. Et par exemple, ces consultants, quand ils viennent, ils ne sont pas là que pour évoquer ce que font des associations sur le contenu. Ils sont là pour penser le changement. On évoquait avec Céline
le rôle d'ENSA Conseil dans ce type de mission de changement et de mission auprès des directions générales. Comment va-t-on penser la relation au travail? Comment va-t-on penser la mise en action d'un nouveau mode d'engagement des collaborateurs? Ça ne se fait pas parce qu'on met un outil en place. Ça se fait parce qu'on pense à des process, on pense à des relations, on pense à un nouvel type de culture. Bref, il faut que tout ça se mette en place. Et quand on a compris ça, avec Stéphane, on s'est dit qu'il fallait que cet écosystème vive à l'intérieur de la plateforme, mais surtout en dehors de la plateforme, parce qu'il faut que toutes ces parties prenantes collaborent. Et quand elles collaboreront, nourries par une problématique liée au développement durable, là on sait qu'on va taper, à chaque fois on va allumer toutes les lumières qui seront nécessaires pour accélérer l'engagement des collaborateurs. En tout cas, c'est ce qu'on observe pour le moment. Merci. Je vous garde pour une dernière question, Dominique. Vous nous avez parlé beaucoup de choses, d'associations, de partenaires, la plateforme a l'air extrêmement riche. Est-ce que finalement c'est pas une usine à gaz à installer? Alors ça, de nos expériences passées avec Stéphane, c'est-à-dire on a fait une douzaine d'années dans le conseil, dans le développement, dans tout ce qui a trait au S2I, puis à travailler chez des grands éditeurs, il y a une chose qui était deux règles essentielles. Première règle essentielle, il faut que ça apporte de la valeur. Il faut que ce soit utile et que l'usage soit réel et concret. 2, il faut ce qu'on appelle un time to market, autrement dit, une mise en action la plus rapide qui soit. La mise en action la plus rapide qui soit, c'est une intervention chez nous qui, on pourra l'expliquer si vous le souhaitez, vise à prendre de l'information, à peupler, on va dire, l'application, à choisir le contenu qui va bien avec les collaborateurs de notre client et à lancer l'application. C'est une application SaaS, aucune empreinte au niveau des systèmes d'information de nos clients. Elle se diffuse, elle se sécurise. Et quand on l'a lancée, généralement, ça prend 5 jours. Donc, on a beaucoup appris de nos expériences passées avec Stéphane pour accélérer la mise en place. Et c'est progressif. On a un autre schéma qui montre cette amélioration continue. On peut parler un peu Sébastien d'ailleurs. C'est qu'on injecte, on regarde, on apprend, on modifie. C'est du CI/CD comme on dit dans l'informatique. Autrement dit, c'est Continuous Improvement, Continuous Development. On continue en permanence à améliorer le sujet. On regarde, on teste, on avance en permanence. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de passer des mois pour analyser. Et l'intérêt, je finis là-dessus, c'est qu'en support des analyses stratégiques et de changements de direction qu'on peut avoir dans les grandes organisations, on peut tester des schémas auprès de personnel ou auprès de certaines entités, certaines business units, certaines marques d'un groupe, pour voir comment certaines, enfin on fait de l'A/B testing si je voulais, hein, on voit comment certains groupes réagissent par rapport à d'autres groupes grâce à deux types d'environnements. Les environnements sont privés, donc la sécurité et la confidentialité sont assumées. Merci. Merci à tous pour vos interventions. Comme on a pu démarrer un petit peu en avance, on a un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. Eh ben, très bien, parfait. Commençons par vous. Parlez un petit peu fort. Qu'est-ce que ça coûte à une entreprise en termes de budget, d'avoir ce type d'application? Eh bien, écoutez, Stéphane, que je vois là-haut, qui se tient debout, va faire un plaisir de nous rejoindre. Si pour pas plaisir, c'est toujours pour moi. Non, Stéphane ne s'occupe pas que d'argent, hein, je vous rassure. Hein. Il fait plein de... Non, en fait, c'est une solution qui est gratuite pour les associations, hein, puisqu'on considère que les associations sont des partenaires et qu'on doit les aider à se développer. C'est payant pour les entreprises et pour les collectivités territoriales et ça dépend en fait du nombre d'employés de la structure. Et pour vous donner une fourchette de prix très très large, on est de quelques euros par employé et par mois à quelques euros par employé par mois. C'est-à-dire en gros c'est entre 1,5 et 6 en fonction de la taille de l'entreprise. Évidemment c'est variable en fonction de la taille, puisque c'est en fonction du service rendu. C'est une souscription, c'est un produit SaaS, c'est-à-dire que vous avez 1 an d'engagement, parce qu'on considère que l'engagement des collaborateurs, ça ne se fait pas en 1 mois. Donc on pourrait faire des périodes de trials, ce qu'on appelle des trials, donc des périodes d'essai d'1 mois, de test d'1 mois, mais en fait, ils seraient quasiment tous ratés, parce que 1 mois, même si on démarre très vite, ça passe très très vite. Et pour pouvoir engager les collaborateurs, on a fait des tests avec nos bêta-testeurs l'année dernière et on s'est rendu compte qu'il fallait plusieurs mois. Ça commence à prendre vraiment au bout de plusieurs mois. Donc on force entre guillemets
la main à nos clients de prendre l'application pour un an. Par contre, après, vous pouvez arrêter le mois d'après si ça vous chauffe. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul plan. Il y a tout dedans. Parce qu'on est une start-up qui a 2 ans d'existence. Donc on est en train d'enrichir le contenu, on rajoute des fonctionnalités. Peut-être qu'un jour, on fera des abonnements plus chers avec plus de contenu. Mais aujourd'hui, tout est inclus dedans. Et le client est complètement autonome ou justement il y a une partie consulting de votre part pour justement permettre d'utiliser la plateforme Alors, on a tous les cas de figure. En fait, on a tous les cas de figure. On a testé avec plusieurs types un grand groupe international et puis des entreprises à taille beaucoup plus réduite. En fait, je dirais ça dépend un petit peu de la structure qui est déjà prévue dans l'entreprise pour gérer justement cet engagement des collaborateurs. Parfois, c'est à la RSE, parfois c'est à la RH, parfois la RH et la RSE, c'est la même personne dans les petites entités. Des fois, il n'y a personne. En fait, on se rend compte que c'est très très autoporteur comme plateforme. Il est très très simple. Au départ, il faut injecter évidemment de la matière, mais comme le disait je ne sais plus qui, je crois que c'est toi, Laetitia, c'est que très très vite, c'est les collaborateurs qui s'emparent de la plateforme et qui créent du contenu. Et donc, c'est cette bascule entre le 80% entreprise et 20% collaborateurs au début vers du 80% collaborateurs et 20% entreprise qui est intéressant. Et ça, on le voit, ça va très très vite en fait, c'est quelques mois. Et l'intérêt, c'est que du coup, la bande passante nécessaire pour l'entreprise devient réduite. Donc, il y a relativement peu à gérer, mais au début, je ne vais pas vous cacher qu'il faut quand même une équipe projet avec peut-être 2 personnes. Souvent, on nomme des ambassadeurs chez nos clients qui sont très très engagés et qui se font un plaisir le soir d'animer un peu la plateforme et de faire que ça avance. Après, il y a un dernier élément. Oui, il y a un dernier élément, c'est que du coup, j'ai perdu le dernier élément, c'est pas grave, donc je vais prendre le tien. Donc, il y a un dernier élément, c'est qu'avec la plateforme, on a ce qu'on appelle un Customer Success Manager qui accompagne nos clients. C'est inclus dans le tarif, en fait, et c'est une personne qui va venir passer entre une journée, une demi-journée, ça va dépendre du besoin par mois ou par semaine. Au départ, ça va être un peu plus dense, et puis après, elle va vous apprendre à travailler entre guillemets seul et à lancer et à gérer la plateforme seule. Mais ce CSM va vous suivre jusqu'au bout. En fait. Donc, tant que vous êtes client CitizenWeb, vous avez un CSM qui vous suit. Une dernière question. Monsieur Sébastien qui parlait justement de Slack et de la possibilité de en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Je vous donne du travail, je suis désolée. Non, pas de problème. La plateforme elle-même, elle travaille comme un hub. C'est-à-dire que tous les éléments qui existent à côté de la plateforme sont référençables à l'intérieur, par des hyperliens, etc. Le deuxième point, c'est que donc on peut retrouver toutes les ressources à l'intérieur de la plateforme. Le second point, c'est que la fonction partagée qui est classique dans les apps permet de publier sur du Teams, sur du Yammer, sur du Slack, l'ensemble des informations. Le point dans notre roadmap que nous avons, c'est de publier ce qu'on appelle des web apps qui vont pouvoir un jour être logés dans un canal Slack ou dans un Teams qui est derrière ça. Voilà. Peut-être que c'était ce point que tu levais, Sébastien. Madame juste derrière, et puis après. Petite question, vous avez mis quel niveau d'adoption de la plateforme? Est-ce que vous avez par exemple un pourcentage de collaborateurs qui se Alors, on a fait. Quel niveau d'adoption de la plateforme? Ça, c'est une très bonne question, hein, évidemment, parce que c'est. Donc, en fait, généralement, l'adoption au démarrage, elle est pour les entreprises les plus engagées, c'est 15% des collaborateurs, en gros. Hein. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais c'est plutôt en dessous. Et ce qu'on a observé, alors on n'a pas fait le test sur une année complète, c'est en cours, hein, puisqu'on a 2 ans d'existence et la plateforme est réellement disponible depuis février cette année. Donc on a un recul qui est relativement faible, mais malgré tout, on a un taux d'engagement qui est multiplié par 2 au bout de 3 ans. 3 mois, je vais dire. 3 ans, on est mort. Non, au bout de 3 mois, on a un taux qui est multiplié par 2. Donc si jamais vous étiez à quelques pourcents, vous faites x2. Ceux qui étaient déjà bien engagés, ils accélèrent généralement plus vite. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place dans notre démarche le fait d'identifier, et la plateforme le fait très très bien d'ailleurs, d'identifier des ambassadeurs en fait. Parce que très naturellement, la RSE se sent souvent très seule pour ce genre de choses, et engager les collaborateurs, c'est un travail presque de tous les jours.
avec la plateforme, vous allez détecter très très facilement et très rapidement, en quelques semaines si j'ose dire, les ambassadeurs dont vous ne doutiez pas l'existence. J'ai mélangé un peu les mots, Non, mais vous avez compris. ça. Voilà. Et donc, vous ne soupçonniez pas l'existence. Et donc, c'est ça qui est super important, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur des ambassadeurs pour accélérer. Donc après, notre CSM, justement, est là pour vous aider à faire ça. Voilà. Après, ce qu'on espère, c'est que on atteigne des taux d'engagement qui soient plus importants. Mais après, qu'est-ce qu'un collaborateur engagé, quoi? Il faut se poser la question aussi du KPI. Est-ce que c'est un collaborateur qui regarde tous les jours CitizenWeb, auquel cas on va s'appeler Facebook rapidement? Est-ce que c'est un collaborateur qui regarde la plateforme développement durable une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois? C'est très très variable en fonction des entreprises. Donc c'est un KPI qu'on peut régler en fait en fonction de ce que l'entreprise souhaite atteindre. Justement, la question que j'allais vous poser ensuite, c'est qu'est-ce que vous mesurez? Parce que j'imagine que le but, c'est pas juste de regarder le contenu sur la plateforme, c'est des choses qui émergent en delà, plutôt que les événements, les rencontres. Comment est-ce que vous mesurez? Comment on mesure l'engagement en fait? Ah, qu'est-ce qui est mesuré? En fait, ce qui est mesuré, c'est chaque élément qui rapproche les personnes. C'est-à-dire que quand une idée est proposée, est émise sur la plateforme, une personne peut réagir. D'abord en lisant les choses, en ne faisant rien. Ensuite en likant, en commentant ou en ajoutant ça. Ce sont des signaux qui apparaissent. Et tous les signaux sont captés. Et assez vite on fait, je reprends le mot de cluster, de flyer, etc. Mais on retrouve finalement des groupes concentriques qui se disent, voilà, ceux-là sont très intéressés et se parlent déjà entre eux parce qu'ils échangent des données. On a des taux de... Enfin, ce qu'on appelle des readers rate, on a des taux de créateurs d'idées, on a des taux d'adopteurs d'idées, des taux finalement de likers, des taux de lecteurs. Et en fait, on se rend assez vite compte que certaines personnes sont très créatives et très présentes, alors qu'elles sont complètement absentes sur notre thème. Et donc ça se mesure en permanence, thème par thème, mot-clé par mot-clé. Chaque mot, en fin de compte, est porteur de sens quand on les rapproche les uns des autres. Et c'est ça qui fait naître justement une réflexion, on prend un peu de hauteur sur les choses, on regarde et on teste. On teste comment certaines idées, quand on va les proposer, pardon pour les mots anglais, mais c'est le next best action, c'est-à-dire qu'on va proposer la prochaine bonne idée à une personne. Tiens, peut-être que tu devrais te rapprocher de telle ou telle personne parce qu'elle travaille apparemment sur le même sujet que toi. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et on voit si ça se connecte derrière. Et ça se voit dans la plateforme. Ou pas. Parce que justement, les gens ne sont pas connectés. On va prendre une dernière question. Madame avait... Oui, bonjour. Est-ce qu'avec le recul que vous avez, vous voyez déjà des actions qui ressortent le plus et qui, surtout au démarrage, permettent en fait d'engager plus facilement les collaborateurs? Est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent déjà ou pas encore? Oui, beaucoup. La diversité et l'inclusion, par exemple. Diversité et inclusion. Et transport durable dans les entreprises. Tout ce qui a trait la manière de se mouvoir, on va dire, se transporter d'un lieu à un autre, chez un client ou chez soi. Et biodiversité un peu moins, mais surtout diversité et inclusion. Et après, il y a tous les thématiques business que les compagnies développent. C'est-à-dire qu'elles ont leurs propres offres et elles souhaitent faire de la co-construction, un peu de développement durable de leurs propres offres. Donc elles vont générer des idées qui ne sont pas forcément liées à ces thématiques, mais comment on fait travailler l'empreinte carbone, par exemple, sur les offres que nous avons d'un point de vue numérique ou autre chose. Et là, ce sont des offres, des sujets type CO2, type empreinte carbone, type empreinte numérique, que l'on voit surgir des idées que l'on voit. Ça dépend après des secteurs. Hein. Entre le retail, par exemple, pendant la distribution et la partie numérique, on a vraiment des écarts, et surtout dans les populations et les tailles d'équipe. Stéphane, tu veux compléter? Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que ça se jouait aussi au niveau de l'équipe et du management, en fait, intermédiaire des entreprises. Et la plateforme permet justement à un manager, un middle manager, d'engager ses équipes dans le développement durable sur un certain nombre de thématiques de façon très simple, et ça permet justement de gérer des thématiques différentes en fonction de clusters, comme les appelait Dominique, qui ont une taille plus ou moins importante en fait dans l'entreprise. Et ça peut être aussi des clusters physiques, c'est-à-dire géographiques, pardon, c'est-à-dire pour les boîtes qui sont multisites, sur tel site, il y a des choses qui vont ressortir beaucoup plus. Par exemple, l'attrait pour lutter contre le plastique. Il y a certaines zones en France qui sont un peu plus engagées, et c'est assez marrant d'ailleurs de voir ça, etc. Donc, c'est encore une fois, par rapport à ce que votre question de qu'est-ce que l'engagement et comment on le mesure, en fait, il peut être mesuré de tellement de manières différentes que c'est aussi par rapport à la stratégie de l'entreprise que l'on va définir ces KPI. On en propose par défaut, mais on adapte évidemment cette capacité.
Si jamais vous avez d'autres questions, on est sur le stand PE09. Excuse-moi. Non, mais c'est parfait, tu fais le travail, c'est parfait. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir, prendre une carte. On est évidemment contactable sur LinkedIn et on se fera un plaisir de venir vous faire une présentation de à la fois l'outil, mais également de la démarche, parce que je pense que c'est super important. On a des partenaires comme ENSA qui justement sont plutôt en amont de notre intervention, mais je pense que tout est complémentaire et que aujourd'hui la vraie problématique c'est comment on y va, quoi, de façon efficace et rapide, parce que souvent ça prend des plombes, des semaines, des mois, et en fait nous on est capable très rapidement grâce à nos packs, je ne vais pas refaire le truc, d'aller de mettre en place pour des structures intermédiaires, en quelques jours on peut mettre une véritable offre à destination de ces collaborateurs. Bien, merci à tous. Donc rendez-vous au stand Citizen Wave. Merci beaucoup, bonne journée.